Dans le silence pesant de la cuisine, ma vie a basculé. Figé, j'ai écouté les mots de ma femme de 25 ans, révélant le dénouement inattendu de notre histoire. Victoria, la compagne de toute une vie, proposait le divorce, sans conflit apparent, sans reproche. Mon esprit tentait de saisir l'inexplicable, tandis que Victoria exposait les termes clairs de la séparation. Une énigme se profilait, défiant le confort de notre passé conjugal. Mon seul souhait, comprendre pourquoi notre histoire s'effondrait, même si le point de non-retour semblait déjà franchi. Je ne pouvais saisir qu'une partie de ses paroles. « Gary, tu es attentif ? On dirait que tu es perdu dans tes pensées. Concentre-toi, s'il te plaît. C'est crucial. Je m'excuse. J'étais momentanément distrait. Que disais-tu ? Les termes sont simples. Il n'y a pas besoin de conflit. Je ne demande rien. Tu comprends ? Absolument rien. Tu gardes la maison, les voitures et tout l'argent à la banque. Si tu signes ça, tout sera finalisé dans 3 mois. J'étais sans voix. Victoria et moi étions mariés depuis le lycée. Nous avons élevé 2 charmantes filles jumelles. Cindy et Kayla ont poursuivi des études en banque internationale à l'université. Nous avions une agréable maison dans la banlieue et nous conduisions tous les 2 des Volvo. Victoria avait ses propres cartes de crédit et un téléphone portable. Je ne lui ai jamais refusé quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais trahi, ni verbalement ni physiquement. Elle n'a jamais laissé paraître de malheur ou formulé de plainte. Je n'aurais jamais pu anticiper ça. Je n'ai jamais rien remarqué d'anormal. Peut-être que c'était le problème. Je n'étais pas attentif. Je comprends les aspects légaux du divorce, Victoria, mais peux-tu expliquer pourquoi ? Il est probablement trop tard pour changer quelque chose, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Victoria s'affaissa sur la chaise de la cuisine. Il était évident qu'elle ne voulait pas entrer dans les raisons et espérait que je signe simplement les papiers et la libère. Donne-moi juste une brève explication, Victoria. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Tu n'as rien fait de mal, Gary. Tu as été un mari exemplaire. Parfois, j'aurais souhaité que tu commettes une erreur pour avoir une raison de partir, mais tu ne l'as jamais fait. Tu as excellé dans l'éducation des enfants et les avoir accompagnés à l'université. Tu m'as toujours donné tout ce que je désirais, même quand j'étais déraisonnable. Tu m'as acheté une belle maison. Mes parents t'adorent. Ne pense jamais que tu as fait quelque chose de mal, car ce n'est pas le cas. Elle semblait avoir la quarantaine. Son teint était ravissant, et ses cheveux étaient parfaits, avec une nuance de brun clair qui scintillait au soleil. Elle faisait régulièrement du jogging, et son corps était impeccablement tonique et bronzé. En semaine, elle ressemblait à un mannequin de Land's End, mais au besoin, elle dégageait du glamour. Victoria était aussi parfaite qu'elle prétendait que j'étais. Je ne pouvais simplement pas comprendre ce qui se cachait derrière tout ça. Je suis désolé. Ça ne colle pas. Il doit y avoir une raison. Tu ne peux pas dire que tout va bien et partir comme ça. Il doit y avoir une raison. Gary, j'essaie de gérer cette situation délicatement, sans te causer de la peine ni ternir mon image. Peut-on convenir de laisser les choses ainsi ? Non, Gary, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. C'est un promoteur immobilier avec un superbe appartement donnant sur la rivière et une magnifique Mercedes noire. Il est beau, riche et profondément amoureux de moi. Toi, tu as toujours été caissier à la supérette. Je ne veux pas dénigrer ton travail, car tu as toujours subvenu à nos besoins et assuré le confort de notre famille. Cependant, tu resteras toujours caissier. Moi, j'aspirais à plus. Je ne pouvais pas imaginer que tu ferais ce saut pour moi. Tu semblais satisfait de ton travail, et je ne te voyais pas chercher à évoluer. C'était douloureux. Même quand je suis devenu responsable du rayon épicerie, elle me voyait toujours comme une caissière. J'ai eu l'opportunité de progresser dans ma carrière et de déménager, mais j'ai refusé pour maintenir notre famille unie, et voilà ma récompense. C'était douloureux, mais pas la peine d'en parler. Comment s'appelle ce gentleman riche et séduisant ? Clayton Manning. Il est le président de la société de développement Keystone. Depuis combien de temps le connais-tu ? Depuis 6 mois.
As-tu eu une liaison avec lui? Victoria s'est redressée sur sa chaise. Ses yeux ont balayé la pièce avant de rencontrer les miens. Oui, j'essayais d'éviter le sujet, mais puisque tu insistes, oui. Étais-tu toujours marié? Oui, j'étais toujours marié. Je t'ai trahi. J'ai été infidèle. J'ai été odieuse. Es-tu satisfait maintenant? Je suis resté un moment, puis j'ai attrapé les papiers de divorce, signés à 3 endroits, paraphés à 2, et je les lui ai passés de l'autre côté de la table. Je crois qu'il est mieux adapté pour toi que je ne le suis. Désolé de te décevoir. Je me suis levé, et en sortant de la pièce, Victoria a crié « Non, ce n'est pas la raison. Il n'était pas meilleur que toi, juste différent. N'ose même pas partir en pensant ça, Gary, n'ose même pas. » À ce moment-là, j'avais déjà quitté la pièce. J'étais tellement absorbé par mon travail et mes hobbies que je n'avais même pas remarqué que Victoria déplaçait progressivement ses affaires hors de la maison. Quand elle m'a remis les papiers, la plupart de ses vêtements et effets personnels avaient déjà été déménagés à l'appartement de Clayton. Elle avait pensé à laisser derrière elle toutes les photos de mariage et de famille pour que je les chérisse en son absence. À mon retour, elle était partie. Sa Volvo était restée dans l'allée, et j'ai supposé qu'elle n'en aurait plus besoin. Elle avait laissé une procuration sur la table de la cuisine pour vendre la maison et la voiture. J'ai passé toute la nuit à vider le réfrigérateur de bière. C'est alors que j'ai réalisé que la tâche était terminée, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière, ni même l'envie de le faire. Victoria était partie et le resterait. Le lendemain matin, j'ai contacté mon lieu de travail et pris 3 mois de vacances en retard, ce qui n'était pas un problème car il me pressait de prendre du temps libre. J'avais beaucoup de congés et de jours de maladie. J'ai rapidement informé les filles de l'école de notre rupture sans divulguer plus de détails. Elles voulaient contacter Victoria, mais je n'avais pas son nouveau numéro de téléphone. Avec 3 mois devant moi, je devais me ressaisir et déterminer mes prochaines étapes. J'ai débranché ma ligne fixe, changé mon numéro de téléphone portable et annulé celui de Victoria. Le concessionnaire Volvo m'a proposé la valeur vénale de sa voiture. Un ami de lycée, Terry Davis, qui était maintenant agent immobilier, a accepté de vendre la maison sans annonce, à un prix bas et avec un règlement rapide. J'ai annulé toutes mes cartes de crédit et ouvert de nouveaux comptes bancaires. J'ai encaissé mes polices d'assurance vie. Il était temps d'organiser la maison. J'ai rassemblé tous les effets personnels de ma femme, de quoi remplir 3 sacs poubelles. J'ai emballé les affaires personnelles des filles dans des boîtes et les ai rangées dans le placard à côté de la maison. J'ai passé 3 heures à trier les photos de famille, mettant les photos des filles dans une boîte pour elles et jetant toutes les photos de Victoria. Je savais que c'était stupide, mais je m'en fichais. Mon principal défi était le manque de direction. Je n'avais aucune idée de ce que je ferais après 3 mois. Est-ce que je resterais ou partirais? Est-ce que je continuerais à travailler ou chercherais quelque chose de nouveau? J'avais 2 passe-temps. Je collectionnais des pièces, principalement des sangs avec une tête d'Indien, et j'aimais les acheter et les vendre sur eBay. Ma deuxième passion était le géocaching, qui me permettait d'être en plein air et de faire de l'exercice. Victoria n'aimait pas cette activité à cause des tiques, du sumac vénéneux et de la marche. Je ne voyais pas comment je pourrais gagner ma vie avec l'un de ces passe-temps. Lorsque je n'étais pas occupé avec mes passe-temps, je passais du temps avec le Wall Street Journal, un abonnement offert par Cindy et Kayla à chaque Noël. Je n'avais aucun intérêt pour les actions et les obligations, mais je lisais beaucoup sur les matières premières agricoles. Je connaissais mieux le sucre, le blé et le maïs que la plupart des analystes du marché. C'était simplement un passe-temps, sans investissement financier de ma part. J'avais bien étudié le développement de Keystone et Clayton Manning, mais Harry Davis a réussi à rassembler plus d'informations sur Clayton et son projet actuel que moi. Il a vérifié certaines des informations avec un ami qui travaillait dans une banque commerciale locale, et j'étais impatient de voir ce qu'il avait découvert. 7 semaines s'étaient écoulées sans aucun contact de Victoria, malgré les appels des filles chaque semaine. Je soupçonnais qu'elles me soutenaient, mais Victoria était tout de même leur mère.
J'ai organisé quelques ventes de garage et j'ai vendu beaucoup d'articles, laissant suffisamment de meubles dans la maison pour que les acheteurs potentiels puissent les voir. La photo de Victoria et Clayton est apparue dans la rubrique Société du journal du dimanche, les montrant lors d'un rassemblement politique avec des dignitaires locaux. Terry a fait une offre basse pour la maison, mais il voulait conclure la vente dans 60 jours, ce qui me convenait. Il avait également une biographie intrigante de Clayton et souhaitait en discuter autour d'un déjeuner. J'ai décidé de faire une pause de la maison et j'ai accepté de rencontrer Terry pour déjeuner. J'ai choisi de visiter High Mountain, un endroit idéal pour la randonnée et la géocachette dans la région. Malgré la découverte de toutes les géocaches, je visais à localiser les 3 repères sur la montagne. Les repères, utilisés par les arpenteurs et les promoteurs immobiliers pour déterminer les limites des propriétés, sont des points de référence placés par le gouvernement que l'on trouve dans tout le pays. Ces repères se présentent sous différentes formes, généralement des tiges métalliques encastrées dans du béton, et constituent une activité captivante pour les géocacheurs dévoués. J'avais prévu d'utiliser un détecteur de métaux en plus du GPS pour aider à localiser les repères, car trouver un morceau de barre d'armature dans les bois n'était pas une tâche facile. High Mountain, couvrant près de 2000 acres, faisait principalement partie du Madison Land Trust, cherchant constamment à étendre ses possessions en raison de l'implantation de lotissements et de parcs industriels. À côté du parking du Trust se trouvait un verger et une ferme avec un panneau de vente bien en vue. Après avoir garé la voiture, je me suis promené jusqu'à la clôture près du verger juste pour jeter un coup d'œil. Cela semblait gênant d'imaginer que bientôt cette belle propriété pourrait être démolie pour faire place à la construction. Allez-vous l'acheter ou simplement l'admirer ? Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à l'homme âgé qui s'approchait de moi. Il était vêtu d'une salopette, mais au lieu d'un chapeau de paille, il portait une casquette de baseball John Deere. Il s'est présenté comme John Smer. Eh bien, si j'avais 1 million, je le prendrais volontiers. Nous avons tous les deux ri à cela. Auras-tu des difficultés à le vendre ? Eh bien, j'ai des parties intéressées, mais j'essaie de tenir bonne aussi longtemps que possible. Pourquoi ? J'espérais que le fonds foncier l'achèterait, mais il ne semble pas avoir les fonds. Ils veulent préserver les arbres fruitiers dans leur état naturel, ce qui me convient parfaitement. Cela ne plaît pas aux promoteurs qui veulent tout replanter. Je pense que ce serait un ajout précieux à ce que nous avons maintenant. Comment un fonds foncier peut-il rivaliser avec les grandes entreprises ? Je leur ai proposé une meilleure offre. Il est mis en vente à 1 million, mais je laisserai le fonds l'avoir pour 600 000 $. Le problème, c'est qu'ils ne semblent pas capables de rassembler cette somme pour le moment. S'ils ne peuvent pas le faire en 90 jours, je devrais retirer l'option de ce promoteur immobilier persistant. Ce type m'appelle chaque semaine et ça commence à me taper sur les nerfs. Une option n'est pas une vente, n'est-ce pas ? Non. L'acheteur m'achète la promesse de lui vendre la terre dans les 6 prochains mois pour 1 million de $. Il paye 100 000 $ pour l'option. S'il ne peut pas rassembler 1 million, il perd le paiement de l'option. C'est une bonne affaire pour moi, mais je ne veux pas qu'il réussisse. Il a le million sécurisé, donc il est en position sûre. Le problème, c'est qu'il doit acquérir les 6 propriétés pour que l'accord se fasse. C'est pourquoi il est prêt à payer plus que ce que vaut l'endroit. Et si vous ne lui vendez pas l'option, il subira une perte importante. Comme le fonds foncier ne peut pas rassembler l'argent, il semble que Keystone ait un avantage clair. Cependant, s'il n'obtient pas ce terrain, il perdra tout l'accord, y compris l'argent qu'il a payé pour les options sur les 5 autres terrains. Cela représente probablement environ 1 million. Ses partisans partiront et le laisseront dans une impasse. Si j'avais l'argent, je vous aiderais. Oui, ils disent tout ça. Nous avons ri de nouveau et je suis parti pour ma promenade. J'ai trouvé sa mention de Keystone intrigante. Les repères étaient à moins d'1 mile l'un de l'autre, à vol d'oiseau. Sur la montagne, la distance était 2 fois plus grande. Les 2 premiers repères étaient relativement faciles à localiser, étant des repères typiques de géomètres. Le dernier repère, cependant, était nettement plus ancien et s'est avéré être une découverte beaucoup plus difficile.
Après l'avoir finalement découvert, je suis tombé sur un petit monument en briques orné d'une plaque en bronze, caché sous des années de feuillage et de débris. J'ai pris une photo pour la partager dans le magazine, et à cet instant, ma vie a pris un tournant. Le détecteur de métaux est resté actif, émettant un son faible mais distinct alors que je m'éloignais du repère. En enfilant mon casque, j'ai balayé méticuleusement la zone à environ 10 pieds au sud du repère. Finalement, j'ai localisé la cible et j'ai commencé à sonder avec prudence. Il n'est pas courant de tomber sur du métal au cœur des bois. En 5 minutes, j'ai déterré une petite boîte en fer, enveloppée dans un morceau de toile fortement huilé. Malgré la rouille en surface, la boîte elle-même était robuste, avec un solide cadenas en bronze qui avait réussi à remplir son rôle. Normalement, les découvertes de ce genre sur des terres publiques sont considérées comme des trésors et doivent être remises au gouvernement ou à une agence historique. Cependant, pour une raison quelconque, cette démarche ne résonnait pas en moi ce jour-là. J'ai rangé la boîte dans mon sac et j'ai pris le chemin du retour. En chemin, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir au contenu de la petite boîte. La première pensée qui m'est venue à l'esprit a été des pièces d'or. Peut-être contenaient-elles des documents importants d'une époque antérieure, comme la guerre civile. Les possibilités étaient seulement limitées par la taille de la boîte. Après avoir dégagé la table de la cuisine, j'ai sorti le pied de biche et j'ai commencé à examiner ma trouvaille. J'étais réticent à endommager le cadenas, mais je ne voyais pas d'autre méthode pour l'ouvrir. J'étais incertain si le mécanisme à l'intérieur du cadenas était toujours opérationnel. Finalement, j'ai décidé de sacrifier le cadenas, le démontant rapidement avec ma pince coupante. À l'intérieur de la boîte, j'ai découvert un autre morceau de toile huilée que j'ai soigneusement déballé pour révéler 12 pennies. L'idée que quelqu'un ait enterré 12 pennies m'a intrigué. Il ne s'agissait pas de simples pennies de tous les jours, mais de vieux cents de grande taille. La date la plus récente était 1814, tandis que la plus ancienne remontait à 1793. Malgré leur âge, les dates sur chaque pièce étaient toujours clairement lisibles, et étonnamment, il n'y avait pas de corrosion verte, un phénomène courant sur les anciennes pièces de cuivre. Je n'avais jamais exploré la collection de grands sangs, car je pensais pouvoir obtenir plus de valeur pour mon argent en achetant des sangs plus récents avec des têtes d'Indiens. Néanmoins, je possédais un livre laissé par mon grand-père, intitulé « Les bizarreries du penny », qui traitait des différents types et variétés de timbres de grands sangs. J'ai trouvé le livre ennuyeux car je ne possédais aucune des pièces qu'il présentait. Il était resté sur une étagère, couvert de poussière depuis près de 30 ans. Ce soir, il allait enfin servir à quelque chose. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube avec le livre de mon grand-père et une loupe. Mon scanner a capturé des images exquises en haute résolution de chaque pièce. Chaque fissure et chaque éraflure sur les pièces étaient clairement visibles, et leur état était évident. J'ai dormi jusqu'à midi et j'ai appelé le travail pour vérifier. Ils ont mentionné que Phil Williams, un cadre de l'entreprise, s'était renseigné à mon sujet, mais il n'avait pas plus d'informations. J'avais d'autres préoccupations, donc je n'ai pas poursuivi. Je devais aller à la banque pour sécuriser un coffre-fort. Après avoir passé un certain temps en ligne, j'ai découvert que mes centimes valaient plusieurs millions de dollars, non pas en raison de leur âge, mais en raison de leur état et de la variété des timbres. J'ai maintenant compris pourquoi les criminels devaient déployer de grands efforts pour blanchir de l'argent. Il n'y avait pas de moyen facile de convertir mes pièces précieuses en espèces. Cela nécessiterait beaucoup de travail. En prenant mon petit déjeuner chez Ziop, j'ai vu une photo dans le journal de Victoria et Clayton à l'ouverture d'une nouvelle galerie d'art. Elle portait une robe de cocktail noir et tenait un verre de vin ou de champagne, tous deux souriant à l'appareil photo. En regardant la photo, la prochaine étape est devenue claire dans mon esprit. Après avoir reçu le coffre-fort, j'ai appelé John Smer et lui ai demandé de reporter toute décision concernant le terrain de quelques jours. Il semblait satisfait de la demande. Je suis allé au bureau du Trust foncier et j'ai demandé des conseils pour faire un don à l'organisation. Ils étaient ravis de m'aider. Nous étions à seulement 4 semaines du divorce final, et pour une raison quelconque,
j'ai senti que la date limite était cruciale. J'ai passé le reste de la journée à rechercher des marchands de pièces et des maisons de vente aux enchères, non pas à la recherche d'annonces, mais à la recherche de litiges juridiques. Finalement, j'ai choisi Towers Burns à New York. Ils avaient une situation financière stable et semblaient capables de gérer discrètement des ventes controversées. J'ai pris rendez-vous avec eux pour lundi après-midi. J'ai appelé les filles et leur ai demandé de garder le lundi matin libre pour déjeuner ensemble. L'extérieur du bureau de Towers Burns était un élégant showroom avec beaucoup de verre et de lumière. Les vitrines présentaient une variété standard de pièces de collection et les murs étaient ornés d'autres objets numismatiques. J'ai donné mon nom de famille, puis j'ai été dirigé vers une section moins attrayante du bâtiment. « Bienvenue à New York, Monsieur Simmons », a dit James Towers. « J'ai entendu dire que vous avez des pièces intrigantes à nous montrer. Est-ce votre première visite dans la ville ?» Je me suis assis dans un fauteuil en face de James Towers. Son image était dans la publicité, mais il avait l'air d'une dizaine d'années plus vieux maintenant. « Merci. Mes filles sont inscrites à l'université de Columbia, donc je suis déjà venu ici, mais jamais pour affaires. Je ne doute pas de vos connaissances en matière de pièces, mais n'avez-vous pas un membre du personnel spécialisé dans les premières pièces de cuivre? Si c'est le cas, je pense que leur présence serait bénéfique. Je ne suis pas si pointilleux et je pense que ce serait une bonne idée aussi. » Il s'est penché vers l'interphone sur son bureau. « Marie, veuillez demander à Cookson de venir dans mon bureau. » Maurice Cookson avait rédigé plusieurs guides sur les gros sangs et les demi-sangs. J'étais satisfait de sa disponibilité. Monsieur Cookson semblait aussi plus âgé que sur ses photographies. Je suppose que personne n'aime paraître vieux. Messieurs, j'ai 12 pièces spéciales que je propose à la vente. J'espère en vendre 4 aujourd'hui et en garder une 5e pour votre considération. Les 7 autres, je les garderai pour plus tard. Si aujourd'hui se passe bien, je vous les proposerai également. Je sais que cela semble incroyable, mais je pense que 6 des pièces tomberont sous le statut de recensement conditionnel. Je suis sûr que M. Cookson déterminera si je suis proche ou non. Comme les sangs en condition de recensement ne viennent pas souvent sur le marché, j'espérais que cela vous intéresserait. D'où viennent ces pièces? Mon grand-père me les a léguées à sa mort. Je ne veux pas offenser M. Simmons, mais cette histoire est difficile à croire. Que pouvez-vous nous montrer? J'ai étalé 4 photos sur la table, chacune montrant l'inverse et le revers de l'une des pièces que je proposais aujourd'hui. Elles étaient environ 5 fois plus grandes que la normale et très claires. James et Maurice ont examiné chaque photographie pendant plusieurs minutes. Enfin, James a pris la parole. « Qu'avez-vous trouvé pour ces 4-là? » Un rapide coup d'œil aux résultats des récentes enchères m'a amené à penser qu'elles pourraient rapporter environ 1,3 million. Je pensais que c'était 1 pour 1, mais votre chiffre n'est pas hors de question. Maurice connaissait vraiment ses centimes. Je ne veux que 800 000 pour le lot, mais il doit être traité d'une manière spéciale. James s'est penché en arrière dans son fauteuil et a souri. Je pense que nous pouvons nous en charger. À quel point est-ce spécial? J'avais une lettre que j'ai prise de la Land Trust expliquant comment faire un don de terre. Je l'ai donnée à Monsieur Tour, accompagné d'une publicité pour le verger de John Smer, m'a incité à acheter un terrain et à le donner au Madison Land Trust. Le coût était de 600 000 $, promettant une déduction fiscale généreuse et le statut d'humanitaire. Le reste des fonds me serait remis en espèces. Après une brève pause, James et Maurice se sont retirés à l'autre bout de la pièce. Après le départ de Maurice quelques minutes plus tard, James est réapparu à la table. Il m'a demandé si j'avais des pièces, puis a proposé de garder une 5e pièce avec moi. Monsieur Cookson est réapparu avec un sac royal en couronne pourpre et a exprimé sa volonté d'honorer les termes de la première partie de l'accord, tout en espérant une réciprocité pour la deuxième partie. Il a ensuite vidé le sac sur le bureau, révélant près d'une centaine de pièces différentes, principalement en or avec quelques-unes en argent. Leur valeur au détail a été estimée à environ 300 000 $. Pour des raisons non divulguées, ils ont trouvé difficile de vendre les pièces, mais ont cru que je n'aurais pas la même difficulté,
surtout compte tenu de mon expérience précédente de vente de pièces sur eBay. Après une brève réflexion, j'ai remis les 4 pennies à Monsieur Towers et nous avons scellé l'accord par une poignée de main. Monsieur Simmons m'a ensuite incité à partager des détails sur la 5e pièce et j'ai présenté la photographie à Monsieur Cookson. Il m'a demandé de nommer la meilleure fraise de 1793 que j'avais jamais vue et malgré mes compétences limitées, j'ai estimé qu'elle était à 8. Cependant, Monsieur Cookson semblait plus intéressé à observer ma réaction qu'à la photo elle-même. Lui et Monsieur Towers ont examiné avec empressement la photographie, le premier arborant un large sourire et le second affichant un vif intérêt. Lorsqu'on m'a demandé le prix, j'ai répondu par une offre ouverte, à laquelle Monsieur Cookson a suggéré qu'il trouverait le paiement. Par la suite, ils ont quitté la pièce avec la photo, et peu de temps après, une jeune femme m'a apporté une tasse de café. Monsieur O m'a informé que Monsieur Towers reviendrait bientôt, et après une attente d'une demi-heure, il est revenu dans la pièce accompagné d'une femme éblouissante. Ses yeux étaient sombres, ses cheveux aussi noirs que l'aile d'un corbeau, et ses traits laissaient deviner une origine moyen-orientale. J'estimais son âge à peine 30 ans. Elle était élégamment vêtue et dégageait une aura d'autorité. Pendant un instant, j'ai cru la reconnaître, mais je ne parvenais pas à me rappeler d'où. « Bonjour, je suis Laetitia Rothberg. Avez-vous un passeport, Monsieur Simmons ?» Sa voix était profonde mais féminine. « Oui. Bien. Nous allons bientôt nous rendre à JFK pour ouvrir un nouveau compte bancaire offshore pour vous. Avez-vous quelque chose pour Monsieur Towers ?» J'ai remis une fraise de 1793 à James, et il s'est illuminé comme un enfant le matin de Noël. « Merci, merci, » a-t-il dit en sortant de la pièce. Bien que nous n'ayons pas convenu d'un prix, je possédais toujours 7 pièces que Towers désirait. Monsieur Towers avait accepté de conserver le petit sac de pièces jusqu'à mon retour. 1 heure plus tard, Laetitia et moi étions déjà installés dans un avion à destination des îles Caïmans. Elle a à peine parlé pendant le voyage. À notre arrivée à l'aéroport, plusieurs photographes cherchaient avec empressement à capturer son image. Elle semblait irritée, mais gardait un doux sourire. J'étais ignorant de la raison de cette attention. C'était mon premier vol en première classe, et il s'est conclu trop rapidement. Un mini SUV jaune vif nous attendait à l'aéroport. Ma hôtesse n'a pas perdu de temps à remonter sa jupe jusqu'à ses hanches en s'installant au siège du conducteur. À ma grande gêne, elle m'a surpris à jeter des regards à ses jambes bronzées. Elle semblait amusée par mon embarras. 20 minutes plus tard, nous nous sommes garés au niveau inférieur d'un immeuble de condominium de taille moyenne. Laetitia Rothberg possédait l'intégralité de la structure, mais elle utilisait le dernier étage comme sa résidence personnelle. « Puis-je vous offrir quelque chose, Monsieur Simmons ?» Une bière serait bien. La vue de son départ de la pièce était aussi captivante que le coup d'œil sur son pied dans le terminal. Ce n'était pas dans ma nature de m'extasier devant de jeunes femmes, mais Laetitia Rothberg était une exception. Nous sommes sortis sur un petit balcon avec vue sur l'océan. Le paysage était magnifique, mais le vent était trop fort à mon goût. J'ai supposé qu'elle cherchait à m'impressionner par la grandeur de l'endroit. C'était en effet impressionnant, mais mon intérêt principal résidait dans le nouveau compte bancaire que j'allais acquérir. « Vous ne parlez pas beaucoup, Monsieur Simmons. Vous avez sûrement quelques questions auxquelles vous aimeriez des réponses ? Il m'a semblé étrange qu'une femme de son calibre et de son rang boive de la bière à la bouteille. Je pouvais l'imaginer savourant du champagne ou des martinis, mais pas de la bière. Une telle boisson ne convenait pas à son statut si elle continuait à s'y adonner. Je crois généralement qu'il est préférable d'être patient, mais pourriez-vous expliquer pourquoi nous avons dû venir ici pour ouvrir un compte en banque ? C'est un endroit simple et sécurisé pour accéder à l'argent. Je crois que cela conviendra à vos besoins. Ce n'est qu'une pièce. Oui, mais vous en avez 7 de plus. Désolé, mais cela me semble encore excessif. À ma grande joie, nous sommes retournés à la maison, à l'abri du vent. Peux-tu accepter ceci ? Je t'ai amené ici pour être mon amante pendant quelques jours. Je dois avouer que le commentaire inattendu m'a fait sourire. J'ai instinctivement su que c'était absurde,
mais je l'ai quand même trouvé amusant. Elle avait un bon sens de l'humour. Elle était attirante et riche. Que pouvait désirer un homme de plus? Si seulement j'avais 10 ans de moins. Ce n'est pas gentil de taquiner un vieil homme. Nous avons tous les deux ri légèrement de la situation. Allez, monsieur Simmons. Allons acheter des homards frais pour le dîner. Nous avons fini nos bières et quitté le bâtiment. Le restaurant et la nourriture étaient excellents. Je n'aimais pas particulièrement le vin que la maîtresse de maison avait choisi, mais j'ai essayé d'être poli. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui ne va pas avec le vin, monsieur Simmons? Étais-je si évident? Désolé. C'était involontaire, une sorte de réflexe. Quand j'avais 18 ans, je me suis saoulé avec du mauvais vin blanc comme un chien. Je n'ai jamais été aussi misérable avant ou depuis. Chaque fois que je sens ou goûte du vin blanc, je vomis. Je ne peux l'expliquer. C'est un bon vin, mais ne t'en fais pas. 5 minutes plus tard, nous avions 2 bières fraîches. Étrangement, il y a eu peu de conversation pendant le repas. En fin de compte, nous avons chacun pris un sorbet aux fruits et bu du café. Parle-moi de toi. Es-tu marié? As-tu des enfants? Que fais-tu dans la vie? Nous avons toute la nuit, et je meurs d'envie de savoir ce qui nous a réunis. C'est beaucoup de questions. J'ai 2 filles. Toutes les 2 sont à l'université de Columbia, étudiant la banque internationale ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas vraiment. Je paye juste les frais de scolarité. C'est intéressant. J'ai un master de l'université de Columbia et je suis l'un de leurs conférenciers invités. J'ai eu l'occasion de les rencontrer toutes les 2. Les as-tu vues ce matin? Nous avons déjeuné ensemble. Elles détestent quand je les fais sécher les cours. Tu as dû te marier tôt puisque tu as 2 filles à l'université. Cela ressemble à une phrase qu'un gars pourrait utiliser. Je me sentais à l'aise avec cette beauté méditerranéenne. J'aurais pu converser avec elle toute la nuit. Je suis actuellement séparé de ma femme. C'est un terme inhabituel. Je n'aurais jamais pensé l'utiliser. Elle m'a quitté pour un riche promoteur immobilier. Je pense qu'il construit des centres commerciaux ou des complexes d'entreprises. Il possède une voiture extravagante et une résidence spacieuse. Elle m'a informé de sa décision de faire un changement. La dissolution de leur mariage sera finalisée dans environ 4 semaines. Quitter un mariage solide pour une raison aussi futile semble stupide. Il semble que tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle rencontre cet homme. Elle n'a jamais semblé satisfaite de mon choix de carrière. Malgré de nombreuses opportunités d'avancement professionnel, elle était réticente à progresser. À contre-cœur, j'ai accepté la nécessité de cette décision pour sauver notre mariage. Maintenant, je me sens insignifiant. Comment révéler à une femme sophistiquée, aisée et accomplie que je gère le rayon épicerie d'un supermarché? Elle a remarqué mon malaise et a répondu en conséquence. Ce n'est pas important. Nous pouvons en discuter plus tard. Non, ça va. Je ne suis pas gêné par mon métier. C'est juste que gérer le rayon épicerie d'un supermarché n'est pas le genre de travail qui impressionne les femmes. Ça ne dérange pas mes filles, mais ma femme l'omettait souvent des conversations. Je sentais que ça la tourmentait. Aimes-tu ce que tu fais? Oui, et je suis doué pour ça. Le serveur apporta plus de café et débarrassa la table. Monsieur Simmons, je comprends que nous nous sommes rencontrés récemment, mais je crois que les premières impressions sont cruciales. En bref, quelle est votre première impression de moi? La question m'a mis dans une position délicate. Si je répondais honnêtement, je pourrais la repousser. Et si j'essayais de la flatter, j'étais sûr qu'elle le verrait et me considérerait comme un menteur. Que devais-je faire? Que dois-je faire? En bref, je te perçois comme belle, intelligente, instruite et sûre de toi. Sa tête était légèrement baissée, et ses yeux me regardaient. J'ai remarqué un léger sourire. J'espérais de l'honnêteté. Je suis désolé, mais nous passions une soirée si agréable. Je ne voulais pas la gâcher. As-tu vraiment une si mauvaise opinion de moi? Je ne veux pas que tu me gardes rancune. Peut-être que c'est pour ça que ta femme t'a quitté pour un autre homme. Si tu n'avais pas toujours cherché à lui plaire, votre mariage aurait été plus résistant. C'était dur, mais je dois reconnaître qu'il y avait du vrai. Madame Rothberg,
Je crois que tu es astucieuse et manipulatrice. Tu utilises ta beauté et ton charme pour atteindre tes désirs. Tu as l'habitude d'obtenir ce que tu veux, et je sens une pointe de comportement gâté en toi. Tu joues avec les hommes mais tu crains l'engagement. Il semble que tu possèdes la capacité de gagner, dépenser et investir de l'argent avec sagesse. Si tu n'étais pas si obsédé par prouver que tu es aussi capable que n'importe quel homme, tu ferais probablement une mère louable. Après avoir exprimé mon malaise, son commentaire sur mon mariage m'a rendu en colère. Nous sommes restés silencieux, nous fixant l'un l'autre pendant quelques instants. Crois-tu que je serai une bonne mère ? L'atmosphère s'est soudainement nettement améliorée. Le trajet de retour jusqu'au condo était agréable. Bien que je savais qu'elle avait tout entendu, elle semblait l'accepter sans argument. Elle désirait la vérité, et je la lui ai donnée. Son manque de contrariété m'a fait me sentir mieux d'avoir été honnête. Ma nuit en tant qu'esclave sexuelle de Laetitia Rothberg s'est avérée quelque peu banale. Il est difficile d'avoir de l'intimité dans des chambres séparées, mais je n'attendais de toute façon rien. Le lendemain matin, j'ai trouvé un petit déjeuner composé de fruits, de viennoiseries et de café chaud qui m'attendait, ainsi qu'une copie du Wall Street Journal. Le vent s'était calmé, et j'ai apprécié de me détendre sur le balcon donnant sur les Caraïbes. Je pourrais facilement m'habituer à cela. Laetitia m'a rejoint environ 20 minutes plus tard et a attrapé joyeusement une partie du journal. Nous sommes restés silencieux, lisant et sirotant notre café comme si nous le faisions depuis des années. Malgré ne l'avoir connue que depuis moins de 24 heures, tout en elle semblait naturel et confortable. Malheureusement, mon téléphone ne fonctionne pas ici, et je veux vraiment appeler mes filles. Laetitia m'a offert son téléphone portable. Je t'en prie. Cindy, c'est papa. Où es-tu ? Tout va bien ? Le téléphone indique Londres. Je suis aux îles Caïmans et tout va bien. Je voulais juste te le dire car je ne suis pas rentré directement à la maison, je suis chez une amie. J'ai dû utiliser son téléphone. Ils ont montré une photo de toi à la télévision hier soir. Ils t'ont montré en train d'embarquer dans un avion avec Laetitia Rothberg. Qu'est-ce que tu fais avec Laetitia Rothberg ? C'est l'amie chez qui je suis. Quel est le problème ? Pourquoi es-tu avec elle ? Tout va bien. Il n'y a rien de louche. Je ne comprends pas ton inquiétude. Papa, cette femme est une requin. Elle dévore les hommes au petit déjeuner. Laetitia a porté un plateau de petit déjeuner depuis le balcon. En passant, je n'ai pas pu résister. Voici ma fille Cindy. Elle est à New York. Elle m'a dit de faire attention car tu es un requin. Et bien sûr, Cindy m'a entendu dire cela à Laetitia et a laissé échapper un grognement fort au téléphone. J'ai pu entendre Cindy et Kayla discuter rapidement de quelque chose à l'autre bout. Pourquoi es-tu là-bas ? Comment la connais-tu ? Quand rentres-tu à la maison ? Laetitia se tenait devant moi, la main tendue en anticipation du téléphone. Salut Cindy, c'est Laetitia. Ton père m'a mentionné, toi et ta sœur. Je serai à New York demain et j'aimerais déjeuner avec vous deux. Où puis-je venir vous chercher ? Je n'avais aucun moyen de savoir ce qui se disait de l'autre côté du fil. Qui est ce professeur ? Il y eut une brève pause avant que Laetitia ne continue. Pas de problème. Je viendrai vous chercher devant la salle de classe à 11 heures. D'accord. Je vous dis au revoir. Salut. Elle me rendit mon téléphone en relayant « Ta fille a dit au revoir. Je déjeunerai avec elle demain. Je promets d'être gentille, même si elle pense que je suis un poisson. » Avec un petit rire, elle s'en alla dans sa chambre. 1 heure plus tard, nous nous sommes retrouvés à la Banque fédérale des îles Caïmans. Sous la direction experte de Laetitia, j'ai ouvert mon premier compte bancaire offshore. À peine 20 minutes plus tard, j'ai vu que mon nouveau compte avait été crédité de 4 millions de dollars de la part de Towers & Burns. J'ai estimé que c'était un prix juste pour 215 pennies. Après le dîner, Laetitia a arrangé pour un ami de nous emmener nourrir les Raymanta. Pendant le repas, j'ai demandé des informations sur son travail chez Towers & Burns pour découvrir qu'elle possédait 60% de l'entreprise. « Que peux-tu me dire d'autre sur toi ?» ai-je demandé.
Tu sembles être une figure importante dans le monde financier mondial, et j'ai honte d'admettre que je sais très peu de choses sur toi. Je suis né et j'ai grandi à Londres. Mon père est israélien et ma mère est turque. J'ai un MBA de l'Université de Columbia. Je ne suis pas marié, mais j'ai été fiancé 2 fois. Cela fait plus de 3 ans que je n'ai pas eu de relation sérieuse. J'ai appris à ne pas faire confiance aux hommes qui s'intéressent à moi. Je suppose que tu pourrais dire que je suis cynique, mais il me semble que la plupart d'entre eux veulent quelque chose de moi sans rien offrir en retour. C'est malheureux. J'espérais un retour au condo. Est-ce que cela signifie que tu ne me fais pas confiance? Ai-je demandé. Tu dois prendre ça au sérieux, espèce d'idiot, répliqua-t-elle. Je suis désolé si j'ai semblé insensible. Je n'ai pas voulu l'être. J'ai du mal à me mettre à ta place. Je vais essayer de faire mieux. D'accord, détendons-nous. Nous avons une fête à laquelle assister. Nous avons conclu la soirée par un cocktail dans un hôtel de renom. Laetitia était très connue et traitée comme une célébrité. J'ai passé la soirée à essayer de rester encore plus discret que je ne l'étais déjà, toujours habillé avec les vêtements de ville que j'avais portés à New York. Je n'avais pas prévu un voyage dans les tropiques. Initialement, Laetitia s'est sentie obligée de m'accompagner, mais j'ai réussi à la convaincre de se détendre et de me laisser m'intégrer dans l'ambiance, où je me sentais à l'aise. Elle a fait un effort, mais tout au long de la soirée, elle a fréquemment vérifié que tout allait bien pour moi. Néanmoins, je me suis retrouvé engagé dans une conversation avec un couple d'éleveurs de bétail argentins, tous deux d'origine hispanique. Notre discussion a commencé par le football et s'est ensuite tournée vers la pêche. Apparemment, la conversation était en anglais pour mon bénéfice. L'un d'eux a complimenté l'apparence de Laetitia, ignorant que j'étais son compagnon pour la soirée. J'ai été quelque peu flatté. Ma participation à la conversation se limitait principalement à sourire et à acquiescer. Je manquais de connaissances suffisantes sur les sujets pour contribuer de manière significative jusqu'à ce que Ramon Duarte aborde le sujet des investissements, en particulier dans le blé d'hiver. J'ai écouté alors qu'il expliquait pourquoi il avait l'intention d'investir une somme importante dans quelque chose qu'il semblait peu connaître. J'ai compris qu'il était assez riche, et j'étais perplexe quant à ses méthodes. Bien que je sois habituellement fier de maintenir un visage impassible, il semblait que j'avais échoué cette fois-ci. Monsieur Simmons, votre expression suggère un désaccord avec mes opinions sur l'investissement dans le blé d'hiver, a-t-il remarqué, me prenant au dépourvu. Je devais rester discret et silencieux, mais mon invisibilité semblait m'avoir abandonné. Je m'excuse, Ramon. Je ne suis pas un expert en investissement et je trouve ce sujet assez complexe, et j'admis, m'adressant à lui de manière informelle en raison de mon malaise. Peut-être, mais j'ai l'impression que vous avez une opinion sur le sujet. Je ne m'arrêterai pas tant que vous ne la partagerez pas avec nous, a-t-il insisté, me laissant me sentir piégé. J'ai tenté de forcer un léger sourire. J'ai besoin d'une boisson fraîche. Pendant l'heure suivante, les deux messieurs ont écouté attentivement alors qu'un épicier de l'Alabama expliquait que la récolte abondante de blé d'hiver en Alberta et en Saskatchewan compenserait largement la mauvaise récolte dans les États. La Commission canadienne du blé avait sécurisé tous les silos disponibles dans le Dakota du Nord et du Sud pour stocker l'excédent et avait même réservé des wagons de chemin de fer pour le stockage à court terme des céréales. Les contrats à terme sur le blé d'hiver étaient prévus pour baisser dans une semaine et continuer à le faire jusqu'à ce que le marché se stabilise. Le Canada et les États seraient contraints d'exporter du blé à l'étranger. Alors que Laetitia s'approchait, je commençais à manquer de mots élégants. Ramon et son ami étaient ravis lorsqu'elle a rejoint notre petit groupe et ont été vraiment surpris lorsqu'elle a pris ma main et m'a conduit loin d'eux. Gary, qu'est-ce que c'était que ça? On parlait juste de nourriture et d'épicerie. En quittant le condo, elle m'a adressé un léger sourire. Le lendemain matin, nous sommes retournés à New York, où un groupe de photographes attendait avec impatience son arrivée. Un coursier de Towers & Burns m'a remis un petit paquet avec les pièces que j'avais oubliées. Laetitia et moi nous sommes dit au revoir, et je me suis dirigé vers le terminal du train de banlieue pour retourner à Huntsville. Le divorce et la vente de la maison se sont déroulés comme prévu.
Phil Williams du siège social m'a laissé plusieurs messages me pressant de l'appeler. Ils m'ont une fois de plus proposé de considérer un déménagement au siège de l'entreprise à New York. Cette fois, j'ai accepté. John Smer a également laissé un message, exprimant le désir de se rencontrer pour déjeuner. Je me suis retiré dans mon casier au travail, souhaitant bonne chance à mes collègues. Une photo dans le journal montrait Clayton et Victoria lors d'un barbecue pour un homme politique local, ressemblant au couple idéal. Il m'a fallu une journée entière pour trier et identifier toutes les pièces du sac de New York. Avec 3 semaines restantes, j'ai décidé de les mettre rapidement en vente sur eBay. Tout devrait bien se passer, tant qu'elle n'attirait pas d'individus peu recommandables. Il m'a fallu une journée entière pour publier les annonces de pièces et préparer les enveloppes et les étiquettes vierges pour l'expédition. Tout l'argent est passé sur mon compte PayPal, puis sur mon nouveau compte bancaire offshore. Maintenant, j'avais le week-end pour me détendre. Mon déjeuner du vendredi avec John Smer était intriguant. John était ravi que j'ai impliqué Clayton mais déçu que je n'ai rien tiré de l'affaire. Ça aurait été trop difficile à lui expliquer. Le déjeuner s'est bien passé, et avant de partir, il m'a remis les actes de 5 acres de terrain en périphérie de la ville. Lui et sa femme déménageaient en Floride et voulaient régler leurs affaires avant de partir. Peu de temps après avoir quitté John, mon téléphone portable a sonné. Cindy et Kayla arrivaient à Nashville dans 2 heures. J'avais largement le temps de les récupérer. Le billet d'avion pour Nashville était moitié moins cher que celui pour Huntsville, et les filles avaient un budget serré. Je n'ai eu aucun mal à les rejoindre et à les récupérer. Cindy était impatiente de discuter de Laetitia. L'amphithéâtre accueillait un cours avancé de finance d'entreprise pour plus de 300 étudiants. Au milieu du cours, le professeur s'est interrompu pour présenter Laetitia aux étudiants. Elle semblait comme si elle possédait l'endroit. Elle s'est adressée à la classe pendant environ 10 minutes avant d'annoncer qu'elle avait besoin de 2 élèves pour la rejoindre pour déjeuner à l'hôtel Westin. Nous étions étonnés lorsqu'elle a appelé nos noms. « Alors, est-ce que tu l'as aimée ? Elle est incroyable, papa. Comment diable as-tu réussi à la rencontrer ? Eh bien, elle a mentionné qu'elle avait besoin d'un compagnon, et j'ai été son premier choix. » Kayla m'a tapé sur l'épaule. « Ce n'est pas une blague. Sois sérieux, d'accord ? De quoi avez-vous discuté pendant le déjeuner ? » Elle s'est renseignée sur nos cours et nos devoirs scolaires. Kayla a ri doucement. Elle avait beaucoup de questions à ton sujet. En fait, Cindy et moi pensons qu'elle était intéressée par plus que de l'amitié. J'ai 10 ans de plus qu'elle et je ne suis pas aussi riche. Désolé, les filles, mais elle est complètement hors de ma ligue. Papa, elle peut avoir n'importe quel homme qu'elle veut. Pourquoi toi ? Réfléchis-y et donne-nous un indice. De notre point de vue, tu es parfait, mais Laetitia Rothberg ne te connaît pas comme nous. Apparemment, ta mère ne me connaissait pas non plus. Tout est tombé silencieux pendant quelques minutes. Mon commentaire sur la mère a semblé être un coup. Ce n'était pas mon intention de retourner mes filles contre leur mère, et j'ai regretté d'avoir dit ce que j'ai dit. Je suis désolé, les filles. Ça a mal tourné. Votre mère est une femme merveilleuse, et je n'ai pas le droit de dire ça. Ne t'en fais pas, papa. Nous comprenons plus que tu ne le crois. Tout était calme pendant quelques miles, et puis, juste au moment où nous avons traversé la frontière de l'Alabama, le téléphone portable de Kayla a vibré. Allô ? Pause. Nous sommes arrivés il y a environ 1 heure. Tout va bien. Pause. Tu plaisantes. Pause. Ça a l'air génial. Je vais lui dire. Merci pour l'appel. Au revoir. Dans le rétroviseur, j'ai remarqué que Kayla faisait un signe de pouce à Cindy. Qu'est-ce que c'était ? Kayla s'est penchée par-dessus le siège avant de la voiture. Devine quoi, papa ? Laetitia vient à Huntsville mardi matin. Elle a dit que tu dois la payer pour la nuit et qu'elle s'attend à avoir le petit déjeuner au lit. J'étais flatté d'entendre la nouvelle, mais je me sentais sous pression de la part de Laetitia et maintenant de mes filles. Tout cela semblait merveilleux, et j'espérais être à la hauteur de la tâche, et pas seulement de celle-ci. Le week-end avec les filles s'est bien passé. Elles ont passé samedi après-midi avec leur mère,
mais n'ont pas rencontré Clayton. Je leur ai demandé de ne pas mentionner Laetitia. Nous avons trié toutes les choses qu'elles voulaient laisser à la maison. Au moment où elles sont parties, nous avions tout trié. J'ai fait un paiement anticipé pour stocker les affaires jusqu'à la fin de l'école. En rentrant à Nashville, elles m'ont fait promettre d'essayer d'être agréable avec Laetitia. Lorsque j'ai demandé des éclaircissements sur leur message cryptique, Cindy m'a simplement averti de ne pas la mettre en colère. Cela semblait être une demande assez simple. Ils étaient enthousiastes à l'idée de mon déménagement en ville. Cependant, je ne pouvais pas comprendre ce que Laetitia attendait d'un homme âgé qui ne possédait même pas de costume Armani. En rentrant chez moi, j'ai décidé de me détendre avec une bière et le journal du dimanche. Il n'y avait pas de photos de Victoria et Clayton cette semaine, mais il y avait un bref article sur les défis financiers auxquels faisait face Keystone Development avec un projet local. Les contrats à terme sur le blé d'hiver avaient connu une baisse significative de valeur. Cela a piqué mon intérêt. J'ai appelé Terry Davis et l'ai invité. Ce n'était pas une invitation à déjeuner, mais je pensais que nous pourrions discuter autour de quelques bières. Clayton Manning avait un passé plutôt mouvementé. Ces dernières années, il avait fluctué entre des difficultés financières et la prospérité. Il avait passé beaucoup de temps à déménager pour échapper à ses créanciers et à ses amis qui lui avaient prêté de l'argent. Son dernier projet battait de l'aile, et les personnes et investisseurs qu'il avait soutenus disparaissaient. Je ne me rappelais pas que la bière ait jamais eu un goût aussi satisfaisant. Étonnamment, le lundi matin s'est avéré meilleur que prévu. Les pièces que j'avais mises aux enchères se sont vendues à un prix beaucoup plus élevé que ce que j'avais prévu. Cookson a estimé leur valeur à environ 300 000 $. Cela ne semblait pas probable, mais elles ont peut-être même dépassé les 200 000 $. En un peu plus de 2 semaines, je serai un homme libre. Il y a 3 mois, cela aurait semblé être une catastrophe, mais maintenant, j'attendais cela avec impatience. Les acheteurs de la maison avaient finalisé le financement et étaient prêts à conclure l'accord. J'ai trouvé amusant que Victoria se sente si à l'aise avec Clayton qu'elle n'avait pas besoin de nos biens communs. Je me demandais si elle réalisait à quel point son avenir était incertain. À 3 heures, j'avais rendez-vous avec les personnes qui avaient acheté la maison. Un chèque de 200 000 $ a été déposé rapidement sur mon compte offshore. Ils n'ont eu aucune objection à ce que je reste dans la maison pendant une semaine supplémentaire. Cela convenait aux deux parties. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel avant même d'avoir pris mon café. Une personne non identifiée m'a officiellement informé que Mademoiselle Rothberg arriverait sur le vol Delta 724 à 10h45. Je suis arrivé 30 minutes en avance. Oui, j'étais légèrement appréhensif. Plusieurs paparazzi avaient appris son arrivée et attendaient à l'extérieur du terminal. J'ai fait de mon mieux pour passer inaperçu. J'ai garé ma voiture sur le parking à court terme car je n'avais pas anticipé une telle attention. Au lieu d'attendre que je vienne la chercher, elle a choisi de marcher avec moi derrière la voiture. Les photographes avaient noté le numéro de ma plaque d'immatriculation et le secret était découvert. Je n'étais pas habitué à une telle attention, mais Laetitia ne semblait pas du tout dérangée. Elle s'est même excusée auprès de moi en chemin du retour. Je n'arrivais pas à chasser le souvenir de vouloir l'embrasser lorsqu'elle descendait de l'avion. Vieil homme stupide. Le vide de la maison me rendait embarrassé. J'avais passé des mois à me débarrasser de tout, ne laissant que l'essentiel pour le nouveau propriétaire. Mon invité trouvait mes tentatives d'excuses amusantes. Comme il n'y avait rien à manger à la maison, nous avons fait un rapide arrêt au Taco Bell local, son choix. Je lui avais promis des côtes de Dreamland pour le dîner. C'était rafraîchissant d'être avec une femme qui avait bon appétit. Laetitia, je suis content que tu sois là, mais je ne comprends pas pourquoi, dis-je. Je pensais que tu serais de retour au travail. C'est du travail, idiot, répondit-elle. J'ai entendu dire que tu déménageais à New York la semaine prochaine. Tu as besoin d'un endroit où loger, et j'ai une chambre d'amis. Je suis là pour t'aider à faire tes bagages. Un camion sera là demain matin pour tout ce que tu ne peux pas mettre dans la voiture. Juste pas de meubles, s'il te plaît. Comment as-tu su que je déménageais?
demandai-je. C'est ce que je fais. Si je garde un œil sur les petites choses, les grandes choses viennent d'elles-mêmes, dit-elle. C'est du baratin, mais c'est ce que j'ai toujours voulu dire. Conspires-tu avec mes filles? Demandai-je. J'essayais de paraître innocent, mais c'était difficile pour un vieil homme de paraître rusé. Son offre m'a pris au dépourvu, mais je n'ai pas trouvé de raison de refuser. D'accord, maintenant allons chercher des cartons pour pouvoir faire nos bagages, dis-je. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus à l'aise dans une salle de réunion ou une banque, mais elle semblait apprécier simplement discuter avec moi. Cependant, je me sentais toujours un peu mal à l'aise à propos de la différence d'âge. Nous avons fini par jeter plus d'objets que nous en avons emballé. Elle avait des opinions tranchées sur ma garde-robe et refusait de faire preuve de clémence. Elle a promis de m'accompagner faire des achats pour des vêtements appropriés une fois que je serai installé à New York. Quand nous avons terminé, il y avait plus de cartons que ma voiture ne pouvait en contenir, mais pas assez pour un camion de déménagement. J'espérais qu'elle avait prévu un petit camion. J'ai mis de côté mon ordinateur portable et mon imprimante jet d'encre pour participer à une vente aux enchères sur eBay. Nous étions sur le point de dîner quand une nouvelle surprise nous attendait. Un camion de livraison était garé devant la maison. Laetitia et moi avons regardé le chauffeur, vêtu d'un uniforme élégant, descendre de la cabine avec un clipboard. « Êtes-vous Gary Simmons? J'ai une livraison pour vous. Où aimeriez-vous la recevoir? La voiture vient de Monsieur Ramon Duarte. Y a-t-il de la place dans le garage? » L'emplacement où se trouvait la Volvo de Victoria était vide. J'ai fait un geste dans cette direction et j'ai hoché la tête. Laetitia a mis sa main sur sa bouche et a ri, apparemment amusée par ma confusion. Peu de temps après, une voiture de sport orange brillante se tenait à côté de ma Volvo démodée. Avec une grande fierté, le livreur a annoncé « C'est une Lamborghini Gallardo Spider 2008, modèle Superleggera. N'est-ce pas la plus belle chose que vous ayez jamais vue ?» Laetitia pouvait à peine contenir son rire, se réjouissant discrètement. J'ai signé le formulaire d'expédition pour que l'uniforme chic rentre à la maison. Je ne savais pas quoi faire de mon cadeau, mais je savais que je ne l'emporterais pas avec moi à New York. « Monte dans la Volvo, petite rigolote », dis-je en nous éloignant de l'allée. J'ai commandé une entière rack de côtes et 2 Fosters. Ramon a fait des stocks de blé d'hiver, et lorsque le prix a commencé à baisser, il a doublé les contrats et a gagné plus de 40 millions de dollars en moins d'une semaine. Eh bien, tant mieux pour Ramon. J'espère qu'il n'a pas mentionné mon nom, dis-je. Il voulait te rendre hommage, mais pas sans ton consentement. Il m'a remercié de t'avoir amené à la fête et a demandé ton adresse. Cependant, je ne savais pas qu'il allait faire ça. Les côtes sont arrivées, et j'ai regardé fasciné alors que Laetitia en trempait quelques-unes dans le tabasco avant de passer à l'action. « Mon Dieu, j'adore cette fille, pensais-je. Tu sais que je vais le renvoyer demain, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Ne t'en fais pas. Ramon ne le prendra pas mal. Il t'aurait volontiers offert l'argent, mais il a probablement pensé que tu refuserais. Comme ça, tu te sentiras plus obligé de garder l'argent. Nous avons dû commander quelques bières de plus à cause du tabasco. Je me sentais bien et je ne voulais pas rentrer chez moi. À ce moment-là, j'aurais donné n'importe quoi pour passer la nuit au lit avec cette belle jeune femme. J'enviais les gars élégants, charmants et aimables qui pouvaient amener n'importe quelle fille au lit en 5 minutes. Le mieux que je pouvais espérer, c'était un bon baiser de bonne nuit. Nous ne pouvions pas parler toute la nuit, alors finalement j'ai été obligé de rentrer chez moi. Le lendemain matin était délicieux, et toutes mes inquiétudes se sont avérées inutiles. En entrant dans la maison, Laetitia a saisi ma main et m'a guidé vers la chambre. Étant un vrai gentleman, j'ai fait de ma priorité de m'assurer que ses besoins étaient satisfaits en premier. En conséquence, j'ai été récompensé par la nuit la plus épanouissante d'intimité de ma vie recluse. Le petit déjeuner au lit se composait de jus, de café et de viennoiserie, ce qui, compte tenu des circonstances, était le mieux que je pouvais gérer. Il a dépassé mes attentes. Manger sur un plateau au lit était assez inconfortable. Après quelques rires et ajustements, nous nous sommes installés dans la cuisine.
Le petit déjeuner au lit semblait plus attrayant qu'il ne l'était réellement. Laetitia, je ne veux pas gâcher l'ambiance, mais je suis vraiment curieux de savoir pourquoi tu m'as choisi. Je n'ai pas grand-chose à offrir, et tu mérites tellement plus. J'ai été trompé par des amants charmants et trompeurs auparavant, et je ne tomberai plus dans ce piège. Je comprends. Je suis attiré par toi parce que tu n'es pas un charlatan ou un libertin, répondit-elle, provoquant un léger rire chez mon invité. Gary, j'ai été impressionné par l'accord que tu as conclu avec James à New York. Je viens de vendre quelques pièces. Ce n'est pas anodin. J'ai trouvé ton projet d'achat de terre de confiance intrigant. Me considères-tu comme une philanthrope? Pas du tout. Je te considère comme une personne astucieuse qui a saisi une opportunité unique pour s'immiscer dans l'amant de sa femme, répliqua-t-elle, me tirant un sourire. J'ai été stupéfait par son intelligence et comment elle l'a dissimulé habilement. Était-ce inapproprié? Non, Gary, c'était brillant. J'ai été impressionné et j'ai voulu en savoir plus sur toi. Tu ne pouvais pas savoir ce que je manigançais à New York. Je savais ce que tu as fait, mais je n'ai découvert le motif que quelques jours plus tard. Tu me surveillais? Bien sûr, je ne suis pas naïve. Je dois avouer que le renforcement de ma confiance en moi était revigorant. Malheureusement, Laetitia partait tôt le matin pour un vol de retour à New York. J'étais attristé de la voir partir. Elle m'a laissé avec un cœur joyeux et la clé de son appartement. Le concessionnaire Lamborghini ne pouvait pas récupérer la voiture avant le lendemain, mais je n'avais pas l'intention de la conduire. Les déménageurs sont arrivés avec un petit camion pour transporter mes affaires à New York. Terry Davis m'a informé que Keystone Development était confronté à de graves difficultés financières. Il semblait que Clayton avait inexplicablement perdu presque tous ses soutiens presque du jour au lendemain. Il y avait des rumeurs selon lesquelles certaines personnes rachetaient des jetons que Clayton n'avait pas reçus. Ce soir-là, mon presque ex-femme m'a rendu une visite inattendue. Je n'ai pas pu résister à être sarcastique. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Je vais bientôt partir, mais je t'assisterai de toutes les manières possibles. Je prévoyais de prendre ma vieille Volvo, mais elle avait disparu. Qu'est-ce que c'est que cette voiture orange dans le garage? Les choses commençaient à devenir intéressantes. Je m'excuse, Victoria. Quand tu as mentionné ne pas vouloir ta vieille Volvo, je l'ai revendue au concessionnaire. Il pourrait l'avoir encore si tu veux vérifier. Je n'avais jamais entendu Victoria utiliser ce terme auparavant. La voiture orange était un cadeau, mais je vais quand même la rendre demain. Je ne peux pas m'imaginer conduire quelque chose comme ça. L'autocollant sur la fenêtre indiquait 225 000 $. Qui t'offrirait un cadeau comme ça? Ta nouvelle petite amie? Non, c'était un éleveur de bétail argentin que j'ai aidé il y a quelques semaines. C'était juste pour montrer ma gratitude. Alors, que puis-je faire d'autre pour toi? Il y eut une pause dans la conversation. J'ai réalisé que Victoria voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment le dire. Aimerais-tu boire quelque chose? J'ai de la bière et des sodas light. Non, je ne peux pas rester longtemps. Comment es-tu même arrivé ici? Je ne vois pas de voiture. J'ai pris un taxi. Gary, tu as dit que tu partais dans quelques jours. Est-ce que ça te dérange si je reste dans la maison pendant un moment? La maison est vendue. Nous avons conclu la vente hier et les nouveaux propriétaires vont déménager leurs affaires ce week-end. Ils me laissent rester jusqu'à vendredi, mais c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'appartement près de la rivière? Elle n'a pas répondu à cette question. Il y eut une brève pause, puis elle demanda « Qu'est-il arrivé à l'argent que tu as reçu pour la maison ?» Les choses devenaient vraiment intéressantes maintenant. J'aimais bien que la conversation prenne la bonne direction. Tout est parti. Tu as clairement dit que tu ne voulais rien. L'argent que j'avais, je l'ai utilisé pour aménager un nouvel appartement pour mon déménagement. Où déménages-tu? À New York. J'ai eu une promotion et une grosse augmentation. Je devrais y être lundi. Je n'allais pas dire à Victoria que j'allais vivre avec Laetitia. Je n'allais pas non plus lui parler du compte en banque et des îles Caïmans. Tu ne m'as jamais dit ce qui est arrivé à l'appartement. Il était seulement loué. Le bail a expiré et le propriétaire ne voulait pas le renouveler.
Où habites-tu maintenant? Nous logeons à l'Holiday Inn jusqu'à ce que Clayton trouve un nouvel endroit. Je vois. Maintenant, je comprenais pourquoi elle voulait emménager dans notre ancienne maison. Victoria avait l'air un peu confuse. Elle voulait demander de l'aide, mais ne savait pas comment s'y prendre. J'ai réalisé qu'elle était en difficulté. Il y eut à nouveau un silence dans la conversation. Puis-je vous aider avec autre chose? Pourriez-vous me donner un lift jusqu'au Holiday Inn? La première partie du voyage s'est déroulée sans problème. Je sais que tu as une copine. Pourrais-tu partager quelques détails à son sujet? Ce n'est pas vraiment une amie, mais plutôt une associée professionnelle. Quel genre d'affaires? Tu ne fais pas d'affaires. Tu as raison. Je suis juste commis à l'épicerie. Je ne peux pas te tromper, n'est-ce pas? Victoria est restée silencieuse. Elle regardait par la fenêtre et je l'ai entendue marmonner. Idiot! C'était le moment où je pouvais libérer toute ma frustration. C'était l'occasion parfaite de lui exprimer combien les photos et les papiers m'avaient blessé. Mais au lieu de cela, j'ai simplement souri pour moi-même. Elle était mal en point et je me suis racheté. J'ai ressenti un moment de remords, mais cela a vite passé. Je l'ai déposée à l'entrée du motel. Elle est partie sans se retourner ni dire au revoir. Je détestais l'admettre, mais j'ai ressenti un sentiment de satisfaction. La semaine se profilait bien. Jeudi matin, j'ai reçu les derniers papiers de divorce de manière inattendue. Ils étaient en avance, mais qui suis-je pour me plaindre? En première page du journal de Huntsville, il y avait une photo de Laetitia Rothberg arrivant à l'aéroport. Votre sincère ami lui tenait la main. Une copie du journal est fournie gratuitement dans chaque chambre du Holiday Inn. Victoria pourra le lire au petit déjeuner. J'étais sûr que Clayton lui expliquerait qui était Laetitia. J'ai vidé le coffre-fort à la banque. Mes 7 sous me seront utiles dans un avenir proche. Je pensais que Laetitia poserait des questions à ce sujet pendant son séjour, mais elle n'en a jamais parlé. Toutes nos conversations étaient strictement sociales. Si elle s'intéressait à moi pour des raisons professionnelles, elle ne l'a jamais laissé paraître. J'ai fixé un prix d'achat immédiat pour toutes les pièces de la vente aux enchères. Plus de la moitié d'entre elles ont été vendues à ce prix. J'ai passé le reste de la journée à emballer les pièces vendues et à les préparer pour les expédier à la poste. Le reste de la vente aux enchères devait se terminer vendredi midi. Si tous les paiements PayPal étaient effectués, toutes les pièces seraient expédiées le même jour. Les acheteurs peu scrupuleux devront attendre jusqu'à lundi. Tôt samedi matin, j'étais en route. La plupart de l'argent de mon compte PayPal a été transféré sur mon compte des îles Caïmans. J'ai également laissé une petite somme sur PayPal au cas où je verrais quelque chose que je devais absolument avoir. Les personnes qui ont acheté la maison sont arrivées juste au moment où je partais. C'était gagnant-gagnant pour nous deux. Le voyage vers le nord prendrait environ 12 heures sans retard. Laetitia avait promis de préparer un dîner fait maison pour mon retour, et je me demandais qui serait celui qui le cuisinerait. C'était rassurant de savoir que je possédais toujours la capacité de capturer le cœur d'une femme aussi éblouissante. J'avais une confiance totale en ma capacité à répondre à toutes ses attentes. Alors que je traversais la frontière de l'État de Virginie sur l'Interstate 81, Cindy m'a appelé. Elle m'a informé que Clayton Manning avait fui la ville, laissant Victoria sans voiture, sans endroit où rester, sans argent et avec une importante facture d'hôtel. J'ai demandé à Cindy ce qu'elle pensait que je devrais faire. Elle a ri et m'a conseillé de simplement sourire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour sur de nouvelles histoires. À la prochaine fois.